Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur TSA Direct. Nous sommes de retour ce mardi 13 février pour un débat qui concerne des questions sociales, mais également des questions d'explication relatives aux assurés non salariés. On va parler de la CASNOS. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Achaq Youssef Chawri, c'est le directeur général de la CASNOS. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de la CASNOS puisque il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment sur les cotisations, les filiations. Je rappelle que ça concerne donc les non-salariés, c'est-à-dire tout ce qui est profession non libérale, les commerçants, les industriels, les artisans, les professions libérales, etc. Vous menez une campagne, monsieur Achaq Youssef, depuis... Effectivement, c'est plus une démarche continue et pérenne, hein, parce qu'en fait, nous manquons beaucoup de communication et je crois que ça a été le cheval de bataille, la rendre visible. Ouais, Et la rendre visible, ça veut dire que forcément, il faut aller vers une communication continue, ouais, puisque le message se doit d'arriver par tous les moyens. Et ouais. donc, nous avons utilisé tous les canaux de communication. Mm. Alors, il est évident que lorsqu'on voyait les chiffres, et c'est ce qui m'a interpellé à l'époque, C'était en quelle c'est année? que déjà fin 2014, donc 2014, en ouais. novembre 2014, Ouais. j'ai été frappé par le nombre le manque de cotisants et le nombre de personnes qui non affiliées. En l'occurrence, en ce qui concerne les non-salariés, ils sont évalués à 3 millions, donc le potentiel Actuel. actuel, mais qui est appelé à s'élever très vite puisqu'on n'a pas encore intégré l'informel, donc les personnes qui travaillent pour leur compte et qui ne sont pas visibles, en fait, qui n'ont pas une identité professionnelle, mais on pourra en dire un mot après. Maintenant, j'ai été frappé parce qu'il n'y avait en fait que 450 000 personnes qui cotisaient En sur un 2015. potentiel 2014. en 2014, sur un Mm. potentiel quand même de 3 millions, donc c'était très peu. Et puis aussi le nombre de personnes affiliées, donc celles qui viennent et qui s'inscrivent en fait, si vous voulez, au sein de la CASNOS, alors que c'est une obligation légale, Ouais. non seulement de s'affilier, mais aussi de cotiser. Mm. Donc le nombre était aussi très bas, on était à peine à 1 200 000. Donc vous voyez que vraiment c'était, et ça reste d'ailleurs très peu par rapport à ce qu'on devrait avoir. Donc la première démarche, c'était déjà d'expliquer ce qu'est la CASNOS, de revoir un peu l'aspect d'organisation de la CASNOS, c'est ce qui a été fait, puisqu'on est passé de 13 directions de wilaya à 49 directions de wilaya, donc un rapprochement avec un redéploiement du personnel. Le personnel, nous n'avons pas, le fait de réorganiser n'a pas forcément induit une explosion donc, des effectifs. Mm. Nous sommes restés pratiquement aux mêmes effectifs, ce qui a, chaque agent fait plusieurs tâches. Et donc ça, c'est la polyvalence. Et puis enfin, le dernier aspect de la démarche, disons, managériale, c'était en fait qu'il y ait un peu ce sentiment d'appartenance. Donc la culture d'entreprise, je crois qu'elle est déterminante et on pourra en dire un mot pour ce qui a été fait en ce sens. Et donc le nombre forcément, n'a fait qu'augmenter. Donc le nombre de cotisants Il est actuellement de aujourd'hui, combien? De combien? aujourd'hui les cotisants, nous avons doublé le chiffre puisqu'on est déjà à 900 000. Et je considère que c'est très peu comparativement à ce qu'on devrait atteindre. 900 000 sur 3 millions. 900 000 sur 3 millions, sur un potentiel affilié d'1 700 000. Ouais. Mais là aussi, il y a un travail à faire. Ouais. Donc on doit aller vers ces 3 millions-là. Mais comment Mais expliquer que les gens ne viennent pas s'affilier? alors, comment expliquer? Les gens pensaient qu'en fait, que la cotisation à la sécurité sociale de la CASNOS, c'était une cotisation non obligatoire. Alors qu'en fait, elle est obligatoire, elle est rendue obligatoire par les textes, d'autant que toute personne se doit d'avoir une couverture. Et là où je m'étonne, c'est qu'en plus, les gens, je ne sais pas si c'est un manque d'information, probablement, si c'est un manque de conscience pour beaucoup, et là j'en suis certain, mais une personne qui reste sans couverture sociale et sanitaire pour elle et sa famille, quand on voit la possibilité des ayants droit, vous savez que chaque cotisant, non seulement a une couverture lui-même, qu'il a donc une couverture sociale, sanitaire, il a une carte Chifa, il a la possibilité d'avoir, en cas de coup dur, d'aller dans des cliniques, notamment de chirurgie cardiovasculaire et de d'hémodialyse où les coûts sont très élevés. Donc, il ne paye absolument rien, il y a des conventions là-dessus. Il y a d'autres couvertures, bien sûr, mais aussi il a la retraite. Et donc, et c'est toute la famille qui en bénéficie, tous les ayants droit. Et chez nous, vous savez que la notion d'ayant droit est très large, elle est très étendue. Il y a les enfants, il y a les enfants, il y a le conjoint, il y a les parents, il y a les beaux-parents, il y a au troisième degré, il y a la sœur, la tante, tout ça. Donc, regardez un seul cotisant ce qu'il donne. Et comment expliquer que des personnes
sont dans les professions libérales, les industriels, les commerçants, ils savent qu'ils ont des familles à nourrir, ils ont des parents, etc. Ils ne pensent pas à les assurer. Comment expliquer ce comportement? Alors, comment l'expliquer? Peut-être par deux aspects. Le premier, c'est qu'il y avait très peu de communication, en fait, donc une méconnaissance. Deux, c'est l'obligation de cotiser n'était pas connue pour les gens. Ils pensaient que c'était plus un choix personnel. Et enfin, un troisième aspect, je pense qu'aussi il y a eu cette croyance que la CASNOS était une caisse en difficulté et que donc cotiser, ça voulait dire qu'en fait on jetait son argent et beaucoup de gens pensaient qu'elle n'était pas solvable. Alors si je vous donne maintenant les chiffres d'aujourd'hui, qui ne sont pas une autosatisfaction, loin s'en faut. Vous n'êtes pas dans le déficit en tout cas. Nous ne sommes pas dans le déficit, nous sommes une caisse qui est solvable, notamment sur le volet retraite. Donc je peux tranquilliser tous les non-salariés, ils n'auront jamais de problème de retraite. En tout cas, les études actuarielles que nous avons faites jusqu'à 2025 nous donnent une aisance financière quand même, notamment en ce qui concerne la branche retraite. Donc ils peuvent être tranquilles. Mais il est évident que je ne peux en aucun cas me contenter de ces chiffres-là et dire, bon, si on reste sur le même niveau de cotisation et le même nombre de cotisants, jusqu'à 2025, on est tranquille. Ce serait de l'inconscience de ma part, en tout cas, un manque de sérieux, dans la mesure où mon but maintenant, c'est ne pas de rester à 2025, mais d'aller au-delà, au-delà de 2035 déjà pour les études actuarielles, mais aussi de faire en sorte que ce soit une caisse pérenne. Et je crois que c'est ça Vous êtes à combien actuellement? Alors actuellement, nous sommes à près de 900 000 cotisants. Nous tablons pour l'année qui vient parce que ça va se faire graduellement. Mais c'était à la fin déjà 2017. À 2017, on était à 900 000. Oui. Donc pour cette année, nous tablons bien sûr sur 1 million 100 et au-delà. Il est évident que si nous partons sur la même démarche, au vu déjà des premiers chiffres du mois de janvier, je pense que nous allons allègrement dépasser ce chiffre. Il y a une prise de conscience de la population, mais aussi des mesures de coercition que nous mettons en place. Vous avez gagné combien en termes d'argent depuis que Écoutez, il n'y a aucun tabou à dire ce qu'on a eu comme recette, puisque les recettes sont passées en 2013 et 2014 à moins de 40 milliards de dinars, c'est-à-dire qu'on était à peu près à 35 milliards de dinars. Actuellement, nous avons doublé ce chiffre. Donc, c'est vous dire 70 milliards de dinars. Et je peux vous dire qu'aussi, la CASNOS a payé toutes ses dettes. Nous avions de grosses dettes qui ont été totalement assainies. Et donc, c'est une caisse totalement assainie, qui n'a plus de dettes, mais qui doit faire un effort colossal. Parce que vous savez que les non-salariés viennent individuellement. C'est une cotisation qui est portable et non quérable. Vous savez que pour les salariés, elle est automatiquement retranchée directement du salaire à la source. Pour les non-salariés, ils doivent venir payer. Et cet acte-là, c'est ce qui fait qu'il est très difficile de les ramener. Et c'est pour ça que je vous dis, même si les chiffres paraissent, entre guillemets, minimes, mais le fait de doubler le nombre de cotisants en aussi peu de temps, ça relève quand même d'un effort colossal qui a été fait par les travailleurs de la CASNOS, que je salue. Vous avez mis des contrôleurs? Alors, parmi eux, bien sûr, il y a plusieurs activités. Il y a des contrôleurs qui vont sur le terrain. Ils sont combien actuellement, les contrôleurs, nous sommes à plus de 500 contrôleurs. Nous sommes en train donc de faire une opération avec la CNAS. On vient de la lancer pour que les contrôleurs de la CNAS et de la CASNOS fassent ensemble la même activité. Ça veut dire qu'un contrôleur de la CASNOS qui va contrôler un employeur s'il a payé ses cotisations, dans la foulée, il verra si celui-ci a aussi déclaré ses travailleurs et vice-versa. Alors, ça va d'ailleurs interpeller beaucoup de gens sur ça. Vous savez qu'un agent, un employé, un salarié qui est au SMIC, qui est donc à 18 000 dinars, cotise annuellement 70 000 dinars. Alors qu'un non-salarié insiste pour cotiser au minimum. Et je rappelle que le minimum, ça doit être une exception. Alors, je confirme et je redis ce qui a été dit. Le minimum légal, je dis bien minimum légal, n'a jamais été augmenté. C'est toujours le même minimum légal. 32 400 l'année. Et dans ces 32 400, il y a la moitié qui va aller aux prestations, donc prise en charge des médicaments, de tout ce qui tourne autour de la santé, et puis la moitié qui va pour la retraite. Alors là-dessus, je dois absolument m'expliquer, il faut que les gens comprennent. Oui, allez-y. Quand on parle de minimum légal, ça veut dire qu'une personne qui a un revenu très bas, en l'occurrence qui tourne autour de 18 000 dinars par mois, va cotiser 32 400. Il est vraiment au SMIC, donc il va cotiser 32 400. Je rappelle qu'à côté, le salarié qui fait 18 000 dinars par mois, donc le SMIC, va cotiser 67 millions par an.
Ouais. Donc 70 000 C'est un dinars. système injuste, Donc vous voyez que là, il y a ouais. déjà une différenciation. Maintenant, est-ce qu'il est acceptable qu'un employeur qui, lui, a des employés, paye moins que son employé, Ouais. cotise moins? C'est quand même inadmissible. Premier aspect. J'ai quand même instruit à ce que toute personne qui démarre son activité, notamment, nous avons passé une convention avec un PV, du moins que nous avons signé avec les jeunes de l'ANSEJ, de la Oui. CNAC, Oui. qui démarrent. Il est évident que lorsqu'ils démarrent, ils ont beaucoup de difficultés à démarrer. Oui. Il faut qu'ils soient performants, il faut qu'ils arrivent à concurrencer tout le monde. Oui. Donc vous savez que la première année, la deuxième année, ils ont des difficultés. À ce niveau-là, ils ne vont cotiser que le minimum. Ils sont tenus de cotiser, c'est une obligation légale. Et 32 400. 32 400, on considère Annuel. que annuellement. Non. En ce qui concerne les personnes qui commencent, nous avons fait aussi une réunion avec tous les bâtonniers, donc en ce qui concerne les avocats, Oui. et on leur a très bien dit qu'un avocat qui commence, nous considérons qu'il a du mal à s'installer au début et que les 2 premières années, il va cotiser au minimum. Mais il paraît que les avocats ne payent pas aussi les Cosmos. Alors écoutez, beaucoup d'avocats, et là je suis étonné, est-ce qu'une méconnaissance de la réglementation, ils sont censés la connaître, et de la législation, et pourquoi c'est leur activité, de la fonction. Donc c'est pour cela que nous avons quand même refait une réunion avec tous les bâtonniers d'Algérie, et je les salue parce qu'ils ont été très, très, très souples, et puis ils ont beaucoup compris la démarche. Et on a convenu de 2 choses. Un, tous les avocats qui commencent leur activité, la première année, la deuxième année, vont cotiser au minimum. Après, ils vont avoir 32 400. Donc, ils vont avoir ensuite de la clientèle. Il me semble qu'il est exceptionnel qu'un avocat fasse 18 000 dinars par mois. Parce qu'auquel cas, il fermerait, il irait faire autre chose. Donc, on peut quand même accepter qu'il paye le minimum pendant les 2 premières années. Pour le reste, pour les autres avocats, c'est en fonction de leur revenu. Alors, il est évident que, et là je tiens à donner quelques chiffres pour que les gens se situent un peu. Oui. Vous savez, quelqu'un qui ne cotise par exemple que 60 000 dinars, ça veut dire que cette personne a un revenu de 30 000 dinars. Ouais. Donc il faudrait quand même qu'on le sache, une personne qui vit. Comment Donc, justement, c'est évident que je ne peux pas mettre sur le même pied d'égalité. Ou alors le commerçant qui est au niveau d'une... C'est évident que je suis tout à fait d'accord. Je ne fais que sur place, on lui fait un redressement. Ouais. Si il y a accord et qu'il est d'accord pour payer ce redressement et que donc le problème ne se pose pas, il a immédiatement l'ouverture de droit, il a sa carte Chifa, il a son attestation de mise à jour, qui, je rappelle, dans l'attestation de mise à jour, nous mettons, il ressort là ce qui est déclaré en termes d'assiette de cotisation et aussi ce qu'il a cotisé. Donc ça donne une image de cette entreprise. Il est évident qu'avec une attestation de mise à jour d'une entreprise qui est en bonne santé financière, qui fait de bons revenus, il est évident que ça va compter si quelqu'un va soumissionner pour un marché, pour beaucoup de choses en fait, parce qu'elle est demandée dans beaucoup de domaines. Donc celui-là, si l'accord est fait et qu'il cotise à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Maintenant, si nous ne tombons pas d'accord, il va payer ce qu'il a donc déclaré, on ne va pas refuser son paiement, par contre on va faire un contrôle. Et le contrôle, c'est la réglementation qui nous le permet, ce sont les contrôleurs qui le font. Si par le passé, le contrôleur partait tout seul, maintenant c'est une équipe, donc on travaille en brigade avec la CNAS, et là il sera contrôlé aussi bien en ce qui concerne donc son paiement à lui en tant que non salarié, que en ce qui concerne aussi les ouvriers qui travaillent avec lui, ou là, les employés qu'il a, et donc voir s'ils sont déclarés, s'ils ont cotisé et autres. Et puis on a d'autres moyens aussi de contrôler, puisque là nous avons aussi le droit de voir les lieux, est-ce qu'ils sont conformes à une telle activité, et là nous avons avec nous aussi l'inspection du travail. Oui. Et on peut aussi demander aussi, bien sûr, à ce que les impôts aussi viennent un peu et jeter un coup d'œil avec nous. Donc c'est vous dire... Il y a plusieurs étapes de contrôle, mais est-ce que est-ce que vous avez déposé plainte? Est-ce que vous êtes parti à la justice? Alors bien sûr, alors si quelqu'un, malgré le fait qu'on lui demande déjà de s'affilier, c'est une obligation légale, qu'il ne le fait pas, on lui demande de cotiser, il ne cotise pas, ou il sous-cotise, nous sommes en droit donc de mettre en place ce qu'on appelle le recouvrement forcé. Alors le recouvrement forcé, il y a plusieurs approches. Elle va du blocage de compte, elle va de la relance par l'huissier, et elle va aussi par la démarche qui va vers la justice, où là, à ce moment-là,
On peut même bloquer ses avoirs, bloquer ses biens, faire une saisie conservatoire et bien sûr récupérer notre argent. Il faut dire que cette cotisation-là, il est vrai que les cotisations appartiennent aux adhérents. Mais en contrepartie aussi, nous sommes dans un système de solidaire donc, et de répartition. Donc celui qui a de grands revenus se doit de cotiser. Et d'ailleurs, quand je rappelle là-dessus, que le maximum de la cotisation est de 64 millions de centimes l'année. En plus, elle est considérée comme étant une charge qui est déductible des impôts. Donc en fait, ce qu'il donne d'une main, il va le récupérer de l'autre. Alors sincèrement, je ne comprends pas cette réticence des gens à cotiser alors qu'ils ont tout à gagner là-dessus, nonobstant le fait que quelqu'un qui cotise, plus il cotise et plus sa retraite va augmenter. Et vous savez que le non-salarié, c'est lui qui va décider de sa retraite. Le salarié, lui, il dépend de son employeur. Mais le non-salarié, c'est lui qui va décider de sa retraite. Mais s'il cotise, plus la retraite sera Bien sûr. intéressante. Et Alors, le maximum, je pense que c'est pratiquement jusqu'à 20 millions de 20 centimes millions par de mois. centimes. Par mois. Ils sont combien ceux qui cotisent au maximum? 64 Alors, millions. quand je vais vous donner ce chiffre, vous allez comprendre. Et là, je tiens à ce que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, ou alors qui vont vous lire à travers qu'ils comprennent que quelqu'un qui est en train, j'aurais admis qu'il y ait un minimum, qu'il y ait 10% de la population qui cotise au minimum. Dans celle-ci, il y aurait le petit artisan, la couturière qui travaille chez elle, donc l'artisan qui a très peu de revenus, le jeune de l'enseigne qui démarre, le jeune avocat qui démarre, le jeune médecin qui démarre. J'aurais admis encore qu'il cotise et qu'il rentre dans ces 10%. Et vous imaginez que 89% des non-salariés cotisent au minimum. C'est inadmissible. Et c'est pour ça que 89%. 89%. Ils cotisent à 32 000. Ça veut dire que, en fait, qui va croire, à moins d'être dupe, que 89% des commerçants, des grossistes, des professions libérales et autres, et de l'industrie et autres, font uniquement 18 000 dinars par mois, ça veut dire qu'ils sont au SMIC. C'est pas admissible. Mais pourquoi vous n'augmentez pas le seuil minimal? Alors, nous n'augmentons pas le seuil minimal. On ne l'a pas fait jusqu'à présent et je tiens encore à confirmer que le seuil minimal n'a pas augmenté parce qu'il y a quand même des gens qui vraiment n'ont pas de rendement, n'ont pas de revenus intéressants. Si moi je prends la femme qui travaille chez elle, qui est couturière ou alors qui fait de l'artisanat traditionnel et qui a très peu de revenus. Le jeune qui commence à l'enseigne, on ne peut pas au départ déjà l'étouffer. Donc on garde encore au moins momentanément en tout cas, ce minimum. Vous savez, ça représente grosso modo. Bien déclaré à 32 400. Et vous Au comptable. Parce que vous savez, j'ai eu des cas où le comptable fait croire à son client que le fait qu'il cotise moins, en fait, c'est une prouesse d'avoir fait en sorte qu'il cotise moins. Mais en fait, le cotisant se retrouve dans une situation difficile. J'ai eu à recevoir des confrères médecins qui sont venus en bout de compte et qui me disent « Moi, j'ai travaillé toute ma vie, je me retrouve avec une retraite de 15 000 dinars. » Mais parce que pendant toute sa vie, il a cotisé au minimum. Il paraît que les médecins aussi ne cotisent pas beaucoup. Oui, maintenant ils commencent à comprendre, ils reviennent parce que notamment sur l'attestation de mise à jour, il y a toutes les données donc liées donc à leur cotisation et donc là ils sont un peu gênés, ils comprennent, ils ont compris aussi. Maintenant le bouche à oreille a fait aussi le reste et la communication a fait aussi a eu son impact. Ils comprennent qu'ils ont intérêt à mieux cotiser pour avoir une meilleure retraite, c'est ce qu'ils font. D'autant que même si quelqu'un sous-déclare, je dis bien sous-déclare, au niveau des impôts, et que chez nous, il déclare plus qu'au niveau des impôts, nous avons passé une convention avec l'actuel ministre donc, des Finances, qui était directeur général des impôts, que je salue, et sur cette convention donc, qu'on a signée, donc un communiqué commun, où il y a notamment le fait que quelqu'un qui déclare plus à la CASNOS et moins au niveau des impôts, il n'y a pas de redressement possible par les impôts. Donc, ils sont déjà tranquilles là-dessus. Enfin, ça rentre dans le cadre des charges, donc déductibles des impôts. Et ça, c'est un aspect quand même extrêmement important. Je demande aux comptables d'expliquer cela, justement, à leurs clients, de manière à ce que les gens cotisent correctement. Et vous avez, me semble, envoyé 300 000 mises en demeure. Oui, nous avons envoyé des mises en demeure à toutes les personnes. Et on devrait encore envoyer plus. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais disons que le premier jet, c'est celui-là. Et sur les 300 000, on a déjà la moitié qui se sont présentés et qui ont régularisé leur situation. 50%. Au moins, oui. Le reste, donc, nous les avons interpellés par d'autres voies. Et je rappelle que les gens qui viennent cotiser normalement, qui n'attendent pas d'aller au contentieux, parce que si on envoie le dossier au contentieux, ils perdent toutes les faveurs, je dirais. Alors que ceux qui viennent spontanément pour régulariser leur situation, ou alors parce qu'on leur a envoyé, il y a peut-être des gens qui oublient, donc on leur a envoyé les mises en demeure,
ils régularisent leur situation, alors ils vont gagner sur toute la ligne en fait. Un, ils vont payer l'encours et ils ont immédiatement l'ouverture des droits, donc ils peuvent avoir leur carte Chifa, avoir leurs droits, avoir leur attestation de mise à jour, qui peut servir dans beaucoup de choses. Deux, on leur fait un calendrier pour payer les années précédentes qui, je rappelle, vont rentrer dans le calcul de la retraite. Il est quand même inadmissible que quelqu'un ne cotise pas et à la veille de sa retraite, il se rend compte qu'il n'a pas cotisé. Ensuite, il vient vous dire, moi j'aimerais cotiser toutes les années précédentes, ça n'est pas possible. Voilà. Donc, on peut leur faire un calendrier sur toutes les années, quand il est encore dans la force d'un calendrier. Et à l'issue, il fait un recours avec la commission, auprès de la commission de recours. Et donc, toutes les pénalités de retard sont soit enlevées à hauteur de 50%, alors que par le passé, on pouvait très bien rejeter ça. Donc, ils peuvent aller jusqu'à 50%. Et dans les cas de force majeure, où vraiment quelqu'un a été dans des difficultés énormes, on peut enlever 100%. Maintenant, les gens qui ne viennent pas, et quand on envoie le dossier au contentieux, ils peuvent être sûrs qu'ils payeront quand même, qu'ils cotiseront. Ils auront à cotiser, donc l'encours, ils auront à cotiser le passif. Ils n'auront pas les facilités du calendrier et ils n'auront pas... donc, ils payeront les pénalités de retard. Donc, ils perdent, toutes ces facilités. Donc, autant venir... autant régulariser leur situation et à la limite, s'ils ne pensent pas à eux-mêmes, au moins qu'ils pensent à leurs ayants droit, à leur famille. Et le dossier, pour bien expliquer, une fois la mise en, vous envoyez combien de mises en demeure? Une, deux, combien? Ben écoutez, on envoie une mise en demeure. On s'assure, très souvent, on l'envoie soit par nos contrôleurs, soit par les huissiers de justice. Oui. Et dès qu'il reçoit la mise en demeure, il vient. S'il ne vient pas, donc le dossier est transmis au contentieux et on commence les procédures contentieuses. Et si le contentieux n'aboutit pas, vous irez à la justice. C'est ça le... Ça fait partie des démarches du contentieux. Hein, donc les vous avez combien de dossiers actuellement en contentieux? Ben écoutez, on a envoyé 300 000. Sur les 300 000, donc déjà 150 000 sont venus, ils ont régularisé leur situation. Pour le reste, nous envoyons au fur et à mesure au contentieux parce que les gens qui ont été déjà contactés depuis longtemps, à maintes reprises d'ailleurs, quand ils ne se présentent pas, ils vont directement au contentieux. Donc actuellement, on est en train de traiter ces dossiers, parce que jusqu'à présent, on a été beaucoup plus sur le volet information, communication et puis sensibilisation. Maintenant, écoutez, il est temps d'aller vers la phase 2, qui est carrément une phase d'application de la réglementation dans toute sa rigueur. Et qui sont ces gens qui ne veulent pas cotiser? Est-ce que c'est les commerçants, la profession libérale, les artisans? Alors, un peu de tout. Et puis il y a beaucoup de manipulation aussi. Il y a beaucoup de manipulation dans certaines régions parfois. Des gens qui vous disent, moi, voilà, ils ont augmenté comme ça de manière unilatérale et nous n'avons qu'à cotiser au minimum et ils n'ont pas le droit de nous dire de cotiser plus et puis ils viennent et ils agissent de manière non réglementaire parce qu'ils refusent catégoriquement de cotiser. Écoutez, nous, on est toujours là pour leur expliquer. On a reçu tout le monde. J'ai travaillé avec toutes les corporations, plus du minimum et je pense que là, par exemple, ils sont en train de devenir s'affilier qui n'ont pas cotisé, les bâtonniers se doivent de leur dire de le faire parce qu'ils sont contrevenants de la réglementation, ils peuvent même être radiés du barreau. Donc vous voyez que c'est quand même pas aussi simple, donc ils se doivent de venir. Et je rappelle aussi, parce qu'il y a un aspect où beaucoup n'ont pas compris, quelqu'un qui est salarié, et puis au bout d'un moment, il prend sa retraite en tant que salarié, et qu'il fait une activité de non-salarié. À partir du moment où il a un revenu, il est tenu de cotiser. Donc, c'est une obligation légale. Et il est évident aussi que les cotisations qu'ils vont faire vont rentrer dans le cadre du calcul entre les deux retraites. Et donc, ça va rentrer dans le calcul pour encore élever sa retraite. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens traînent un peu le... Et quand les gens viennent cotiser, vous s'appuyez, est-ce que la procédure est rapide? Est-ce qu'il n'y a pas de procédure bureaucratique lente? Alors là, je peux vous dire que non seulement... pourquoi nous avons fait justement toute cette approche de réorganisation, de modernisation? Vous savez que les gens peuvent faire leur déclaration même par le site web. Ils peuvent faire payer en numéraire. Et donc, la procédure se fait très rapidement. Et nous, en plus, par le passé, ils se devaient de cotiser le premier trimestre. Maintenant, nous avons élargi donc la plage de paiement, la durée du paiement jusqu'au 30 juin. Donc, ça leur donne largement le temps de payer leur cotisation. 6 mois. Voilà. Et même pour les agriculteurs, on a été jusqu'à septembre, 30 septembre, parce qu'on se dit, ce n'est qu'à partir du 30 juin qu'ils commencent, eux, à avoir, du mois de juin, qu'ils commencent à avoir leur rentrée financière. Donc, on a fait énormément de facilités. Je pense qu'on ne peut pas aller au-delà de cela. Et d'autant, sans oublier, que dans le cadre de la solidarité, quelqu'un qui va cotiser, quelle que soit sa cotisation, si demain il a un coup dur et qu'il doit faire une intervention chirurgicale
notamment cardiovasculaires. Et là, je peux vous dire que les chiffres sont effrayants, parce que là, en l'espace de moins de 10 ans, on a une augmentation de 193% du nombre de malades pour qui nous avons fait des prises en charge, dans une prise en charge totale au niveau des cliniques en Algérie. Et parfois cardiovasculaire uniquement, et souvent à l'étranger. Donc, quand quelqu'un cotise et qu'il peut avoir un coup dur et qu'il se retrouve devoir payer jusqu'à 1 et 2 millions de dinars une intervention, parce que ce sont des interventions très lourdes, alors qu'on les prend en charge directement, je crois qu'il n'y a pas photo, qu'il faut absolument cotiser, et cotiser juste surtout, ne pas sous-cotiser. Comment vous calculez la pénalité de retard? Alors la pénalité de retard, bon, c'est un certain nombre de calculs, c'est des taux par rapport, et puis la durée bien sûr va s'amonceler. C'est pour ça que je leur dis ne traînez pas, et d'autant que nous sommes en train de faire des facilités là-dessus. Maintenant, monsieur Achar, on va parler de l'informel, parce que l'informel aussi pose problème. Oui. Comment est-ce que vous avez réfléchi à une manière justement d'amener ceux qui sont dans le circuit informel, mais n'ont pas d'identité professionnelle, pour venir cotiser ça? Oui, alors l'informel, c'est le gros dossier. C'est le dossier économique de toute l'Algérie, de tous les secteurs en fait. Un pays peut s'effondrer si l'informel est beaucoup trop important. Et je suis de ceux qui pensent que l'informel ne peut se formaliser que par le biais de la protection sociale, de la sécurité sociale. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un d'aller se formaliser, donc d'avoir une identité professionnelle et de payer ses impôts, il ne viendra pas. Par contre, si vous lui dites, vous formalisez, je vous donne vous payez une cotisation, vous avez une couverture, il va graduellement donc rentrer dans le circuit. Nous avons lancé une opération parce qu'en fait, l'informel n'ayant pas une identité, à la limite, on ne les prend pas en charge. Mais là, nous avons quand même lancé une opération. Toute personne qui est active, et là, c'est la réglementation qui nous le permet, le contrôleur fait un constat d'activité. Sur la base du constat d'activité, nous lui faisons une affiliation d'office. À charge ensuite pour lui d'aller régulariser sa situation. On a même fait une opération où certains d'entre eux ont cotisé directement. Nous sommes à peu près à plus de 8000. Ça a été une première opération. Sur les 8000, nous sommes pratiquement à 2000 qui ont déjà régularisé leur situation. Et nos amis donc de la Chambre des Arts, de la Chambre d'Artisanat et donc des métiers, donc nous disent qu'ils ont énormément de monde qui vient chez eux. Alors ils vont gagner sur plusieurs plans en fait. Nous leur faisons un constat d'activité. Donc l'activité est réelle. Ils partent au niveau de la chambre. Au niveau donc, de la chambre d'artisanat, ils vont leur faire une carte d'artisan et en même temps ils leur donnent une attestation de compétences par rapport à ce qu'ils font. Donc ça leur donne des possibilités d'ouverture à des marchés. Et puis ils reviennent, ils cotisent et ils ont immédiatement la couverture pour eux et leur famille. Et donc nous avons plus de 2000 personnes et les gens partent et nous les accompagnons à travers les assistantes sociales, à travers les contrôleurs pour leur faciliter parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas lettrés et donc ils ne savent pas quelles sont les démarches à faire. Nous les accompagnons et ils sont en train donc de faire. Et je pense cette opération, je considère que c'est une réussite dans la mesure où les gens adhèrent à la démarche. Je pense que c'est un exemple d'intégrer l'informel et de l'intégrer dans le circuit formel économique. Ils sont combien, vous les avez combien ceux qui sont dans l'informel? Ben écoutez, difficile à dire, ils sont dans l'informel. Donc voilà, bon, les différents chiffres, l'ONS a donné un certain nombre de chiffres. On parle de 3 millions, donc c'est autant de personnes à intégrer dans le formel. Alors il faut faire le distinguo entre les personnes qui travaillent au noir, donc des salariés qui, eux, ne sont pas déclarés, donc c'est un travail au noir, et puis il y a l'informel, c'est-à-dire le non-salarié qui travaille à son compte, ça peut être l'électricien, ça peut être le maçon, ça peut être le plombier, et toute personne qui travaille à son propre compte, ou alors le commerçant qui travaille toujours au noir, tout cela, ce sont des non-salariés, c'est de l'informel, qui brassent de l'argent, il y a beaucoup de passages donc, de numéraires directs, mais qui ne sont visibles nulle part, et qui n'ont pas une identité. Donc c'est ceux-là qui sont visés par la CASNOS et nous sommes en train de les intégrer au fur et à mesure et nous allons lancer encore une grande opération pour eux. Pour bientôt, cette opération? Mais écoutez, nous avons commencé, les résultats sont probants, ils sont là. Avec nos amis donc, de la Chambre du ministère de l'Artisanat, donc, nous sommes en train de travailler avec eux pour faciliter encore plus et huiler un peu cette opération. Et je pense que les choses évoluent très bien. Et je crois que c'est ça la démarche à faire en direction de l'informel. Mais c'est un secteur encore, c'est une action multisectorielle et il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et vous avez parlé tout à l'heure de 70 milliards de dinars de recettes les dernières recettes pour la fin de l'année 2018. Vous attendez à oui. Enfin, peut-être pas le doubler parce que ce serait trop mais disons que nous, trop prétentieux, je préfère aller doucement. Ce serait l'idéal de le doubler et même de le tripler. Ouais. Mais il est évident que nous allons faire mieux
avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'organisation. Et au fur et à mesure, nous corrigeons notre démarche, d'autant que le fait de mutualiser les moyens avec nos collègues de la CNAS, avec l'inspection du travail, donc c'est autant nous devenons encore plus efficaces en fait. Nous démultiplions les points de contrôle aussi, puisque à deux, nous avons plus de 900 contrôleurs, donc c'est encore une force de frappe intéressante, CNAS Casnos. Oui. Et puis le fait d'aller tous les deux, soit ensemble pour des contrôles pointus, soit individuellement où on fait le contrôle CNAS Casnos, donc ça donne un plus pour les deux caisses. Et je crois que c'est ça la démarche effectivement à faire. Donc, pour la dernière question, M. Hacher, après toutes ces procédures d'explication, de facilitation, etc., oui. Si les gens ne viennent pas cotiser, s'appuyer, donc vous allez passer aux mesures, j'allais dire, de coercition. Ça va de soi, parce que il est quand même temps, non seulement à lui-même, mais à toute sa famille. Si lui ne pense pas à sa famille, ben écoutez, on pensera nous à sa famille. La réglementation le prévoit. Toutes les lois de la sécurité sociale, depuis 83 et même bien avant, ont pensé à cet aspect-là. C'est une sécurité sociale, cotisation obligatoire. Et ne pas payer ses cotisations ou sous-déclarer, c'est une fraude parafiscale et la réglementation est rigide là-dessus. Très bien. Merci, M. Hacher. Ben, c'est moi, écoutez, merci. Ça me permet donc, je salue toutes les personnes qui nous regardent. Je salue aussi tous les lecteurs de TSA. Et je pense que vous allez aussi leur donner de l'information nécessaire par écrit aussi, en insistant sur cet aspect-là, que la cotisation minimale, n'a jamais augmenté, c'est une cotisation légale, mais que les paiements des cotisations se font en fonction des revenus. Nous avons les moyens donc de contrôler, cotiser correctement. Donc j'espère que vous écoutez, c'est un appel lancé à travers TSA Direct. Nous étions en direct sur tous les réseaux. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On vous donne un rendez-vous bientôt pour un autre débat, toujours avec les questions sociales. Merci, monsieur le directeur général de la CASNOS.